Salut à vous, chers auditeurs. Bienvenue dans l'émission Coup de tête, l'émission Rock and Foot qui analyse et décortique l'actualité des Verts. 13e journée de championnat de Ligue 1 McDonald's. Rennes a écrasé la SSE 5-0 ce week-end et on va revenir longuement sur cette lourde défaite, une de plus, avec Olivier. Salut à toi, Olivier. C'est le retour. Je suis content de t'accompagner. Oui, et bonjour à Eric. Oui, Eric qui sera absent pour cause professionnelle. On lui fait un petit coucou. Donc tous les deux, on va essayer d'analyser cette gifle, cette déroute de plus en terre bretonne. Voilà, on reviendra longuement dessus. On passera une page alti-ligérienne, on passera des morceaux musicaux issus de Rennes, parce que là, il y en a plein, hein, j'en ai plus de 200, je pense. Donc c'est déjà dur de faire un choix, mais bon, on verra. Une page agenda, une page coup de cœur, une page coup de tête, et j'ai oublié aussi les verres à moitié vides et à moitié pleins. Encore ça, je pense, ça risque d'aller très très vite. Voilà. En tout cas, c'est parti pour 55 minutes de rock and foot sur les ondes de FM 43. On commence par le match de la semaine, le match du week-end. Vous écoutez l'émission Coup de tête. Tout de suite, le match de la semaine. Alors, Dalloglio avait son 11 de départ au Razon Park ce samedi avec l'Arseneur dans les buts, Apia, Batobinsika, Abdelhamid, Petro en défense, Bouchouari, Ekwa, Mouton au milieu et Cafaro, Sissoko et Davitashvili en attaque. Voilà, ça a commencé avec ce 11 de départ. Alors, accueilli par un nuage de fumigène, les joueurs de Sampaoli, hein, celui qui est là depuis 2-3 semaines, le coach rennais. Ces joueurs-là se sont illustrés timidement, et puis c'est seul Ludovic Blas qui réussit à faire passer un semi-frisson sur la nuque de Gauthier Larsonneur après une vingtaine minutes de jeu. Cafaro, côté stéphanois, se signale à l'opposé par un pétard envoyé sur le poteau gauche de Mandanda à la 17e minute de jeu, bien lancé par Mouton, une belle transversale. Et on voit que Cafaro, il fait mal à la défense rennaise dans son dos. Il est encore lancé par Bouchouari quelques minutes plus tard et s'écroule après un duel avec son adversaire. Pas de pénalty pour l'arbitre à la 29e minute de jeu. Ça va avoir une lourde conséquence, puis sur un corner rennais mal repoussé par Sissoko, James tente sa chance en pivot et Cafaro fait un geste du bras et semble effleurer le ballon de la main pour le dévier sur son poteau. L'arbitre est appelé par le VAR et décide finalement de donner pénalty à Rennes et surtout d'expulser Cafaro. Un vrai tournant dans ce match, d'autant que Kalimundo prend l'Arseneur à contre-pied et ouvre le score à la 38e minute de jeu, 1-0. Quelques minutes plus tard, c'est Blas qui a ensuite nettoyé le dessous de la barre de l'Arseneur après une perte de balle d'Abdelhamid dans le rond central. Et oui, un petit peu esselé, Blas donc aggrave le score juste avant la mi-temps. Olivier Dalloglio tente un coup au retour des vestiaires. Ibrahima Ouadjoui rentre à la place de Louis Mouton. Quelques minutes plus tard, l'attaquant sénégalais se met en évidence, lancé en profondeur, il s'amène le ballon de la cuisse pour se présenter face à Mandanda, mais Matoussiwa réalise un retour défensif, néanmoins entaché d'un tirage de maillot qui ne sera pas sanctionné. C'était à la 50e minute de jeu. Venus avec des idées, notamment dans les sorties de balles, les Verts ont finalement coulé après l'entracte et n'ont fait que recevoir des mandales jusqu'au coup de sifflet final. 12 tirs subis en deuxième mi-temps, dont 7 cadrés et 3 buts supplémentaires inscrits par Gouiri sur un coup de tête au terme d'un superbe mouvement à la 53e minute de jeu. Et Kalimundo du gauche à la 61e minute de jeu. Et le penalty après une faute de Petro dans la surface de réparation. Ça fait 5-0. Les Verts continuent de souffrir et c'est un miracle que Rennes n'inscrive pas le 6e but à l'entame du dernier quart d'heure de jeu. C'est Grönbeck qui trouve le poteau. Le ballon revient sur Truffert dont la frappe est sauvée sur la ligne
avant que le cuir ne revienne sur Grönbeck, qui catapulte le ballon sur la barre, cette fois-ci à la 77e minute de jeu. Que retenir? Un taux de possession de 72% pour les Bretons, un Ludovic Blas impliqué dans tous les buts, et une déroute de plus, journée porte ouverte côté stéphanois, une défaite qui fait très 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 mal. Exactement. Une de plus. Parce qu'on commence à être habitué et je pense qu'on va y revenir longuement dans cette émission. C'est la répétition surtout de ce scénario, de ce genre de scénario qui est agaçant. Et donc première question que je voulais voir avec toi, Marco, c'est de se dire est-ce que franchement évoquer l'arbitrage au sujet de cette défaite, alors on va le faire et tu as parfaitement le droit et il faut le faire parce que c'est un fait de jeu, mais le mettre dans la balance au niveau du résultat, est-ce que c'est pas dérisoire finalement sur cette rencontre d'évoquer le cas de Cafaro, le carton rouge, la double peine, etc. On va y revenir bien sûr, mais est-ce que c'est pas dérisoire finalement par rapport à la domination des Rennais sur cette rencontre, même au début, hein. Non, mais je parle du score en général, 5-0. Voilà, c'est une lourde défaite, c'est une tôle, une de plus et qui fait vraiment tâche. Alors effectivement, on aurait pu s'incliner par un score beaucoup plus faible si on était resté à 11. Après, il faut bien souligner que l'arbitre fausse complètement le match. Pas simplement sur la double sanction du penalty, mais sur les fautes non signalées, comme je l'ai relaté dans le résumé, sur Cafaro en première mi-temps et en deuxième période, il y a bien eu un tirage de maillot. Là, le VAR n'a pas réagi, c'est assez bizarre. Et on peut se poser la question aussi, puisqu'il exclut Cafaro alors qu'il signale une sortie de but, hein. Pendant le match, lui, il voit absolument rien. Et finalement, après avoir visionné les images, il estime que Cafaro a fait une main volontaire, alors que moi, je vois plus qu'il effleure. Et même en regardant les images, on ne sait même pas s'il effleure le ballon. Après, c'est vrai qu'il y a bien le geste, mais on ne sait vraiment pas s'il effleure. C'est sûr que c'est complètement débile de la part de Cafaro de faire ce genre de geste. Après, c'est complètement débile aussi de défendre avec des attaquants. Moi, ça, c'est mon côté football des années 80. Pour moi, les attaquants, ils sont devant. Mais voilà, il y a une incidence énorme. Tu as le penalty, la double sanction, plus tu finis à 10. Sachant le schéma tactique d'Aloglio. Et là, on va pouvoir effectivement échanger. Oui, et puis on peut aussi se rappeler qu'à Nice, on était 11. 11 contre 11, ça ne nous a pas empêché d'en prendre 8. Au Havre, on était aussi 11 contre 11, ça ne nous a pas empêché de prendre une volée. Mais dans l'ensemble, si tu veux, pourquoi d'un côté il va sanctionner les Verts et de l'autre côté il ne va pas sanctionner les adversaires, les Rennais ce jour-là, l'arbitre et ceux qui sont dans le camion? Ça, c'est tout à fait légitime de se poser la question. On peut dire que c'est scandaleux. Pour moi, c'est scandaleux. Mais surtout, ça intrigue. Et puis, sur ce week-end, ce n'était pas la seule rencontre où les décisions arbitrales on y reviendra, ont complètement changé la donne. Donc, on peut vraiment se poser la question. Alors, c'est sûr que nos Verts, si on revient dessus, ils ont été lamentables, nuls à tout point de vue. Après, on les connaît. Mais ils n'ont pas été aidés, puisqu'à 11 contre 11, c'est nous qui créons quand même deux occasions relativement franches. Un tir sur le poteau et un penalty qui aurait dû être obtenu de la part de Cafaro. Vraiment, sérieusement, tu penses qu'à 11 contre 11, on revenait avec peut-être, il y avait vraiment des chances que l'on vienne avec un point ou même 3 points? Après, c'est difficile, mais il n'y aurait pas eu ce carton-là. On aurait pu peut-être perdre 2-1, genre de choses. Après, tu as Abdelhamid dans la charnière centrale, donc c'est difficile de l'emporter. C'est pas son pire match, hein. On y reviendra. Il n'a pas été non plus exceptionnel, mais non, il a fait pire que ça, hein. Alors, on est obligé quand même
On parlera on reviendra si tu veux sur le moment du penalty et cet arbitrage là avec l'arbitre qui donne une double sanction au club de Saint-Étienne. J'aimerais qu'on revienne sur Dalloglio. Quelle est sa part de responsabilité là aussi? Parce que là par contre j'ai ma petite idée. Autant je t'ai laissé dérouler, je savais à peu près où t'allais. Ta réponse, je t'ai laissé dérouler. Autant là, j'ai eu ma petite idée. La responsabilité de Olivier Dalloglio, beaucoup de gens l'épargnent, d'autres le montrent du doigt. Sa passivité, par exemple. Qu'est-ce que tu en penses ? Ouais, il est aussi responsable de ce naufrage ce week-end. Hein. Ça, pour moi, il a effectué une stratégie suicidaire. Et il y a trop d'écart entre ces lignes, tout simplement. Hein, et le milieu de terrain est inexistant. Et puis, ils sont que 2. Et en deuxième mi-temps, donc je l'ai dit tout à l'heure, Wadji remplace Mouton. Ça devient très compliqué. Si tu veux, il y a 15 mètres entre Mouton et Bouchoirie, c'est ça, tu veux dire ? Entre la défense oui, en et sens les milieux. Vertical. La défense et les milieux. C'est peu ça, 15 mètres. Je te dis 15 mètres, c'est peut-être 20 mètres, mais ouais. c'est énorme. Pour moi, tu trouves ça énorme, c'est énorme. C'est-à-dire que tu n'as pas un lien qui se fait. Et pour défendre, c'est compliqué. Et on l'a tout de suite vu dès l'entame de match. C'est que les Verts se faisaient avoir en vitesse. Et on sait très bien que les Verts, la vitesse, c'est pas leur truc. Hein. Que ça soit sur les côtés, que ça soit aussi dans l'axe, on a bien vu que les autres, ils vont plus vite. Donc c'est une grosse erreur, à mon avis, ce schéma tactique qui est au départ du 5-4-1, mais entre le 5 et le 4, tu as un fossé énorme et tu peux pas faire le lien. Donc si tu commences à te dégager de ta propre surface, une fois que tu as tes attaquants et puis tu as le pressing des Bretons, et ben t'es pris puisque l'autre le milieu il est trop loin quoi. Ou sinon tu balances et il faudra que je regarde de plus près ce que tu c'est assez énorme. Et par contre on est d'accord, c'était un bloc bas en 5-4-1. C'est toujours le bloc bas, oui, mais de toute façon depuis quelques matchs. Hein. Voilà, c'est cette tactique qui nous a permis à domicile de gagner 4 fois, on va dire. Voilà, c'est cette stratégie qui a fonctionné. On laisse le ballon aux autres. Mais là, 72%. Alors, c'est vrai que la plupart du temps, on était réduit à 10. Mais moi, j'ai trouvé Dalloglio peu inspiré. Alors, je sais qu'il a un effectif qui est limité, parfois médiocre, hein, surtout. Mais une fois de plus, le milieu n'est pas souverain. Et dans le football, tu vois, t'as ce rectangle-là. Il faut que tu aies une harmonie, quoi. On peut pas être souverain avec les joueurs qui sont les milieux de terrain qu'on a. On n'en a pas un seul qui peut régner là au milieu. Et encore moins si tu les places pas au bon endroit. Ouais. Il faut que tu mettes des touches. Hein, c'est comme un tableau, comme dans une composition. Il faut que tu mettes des touches de façon cohérente et de façon harmonieuse. Et là, ça ne pouvait pas fonctionner, surtout avec des attaquants bretons qui ont le feu follet et qui sont rapides et adroits. Ouais. Ok. Et alors, ce que je voulais pointer du doigt, c'était surtout pas tellement la stratégie, la tactique. C'était surtout le coaching, enfin l'aspect aussi manager de Dalloglio, parce que pour préparer l'émission, j'ai regardé la conférence de presse d'avant-match, hein, et j'ai trouvé qu'il y avait un peu de légèreté de la part de Dalloglio. Alors je sais pas comment l'expliquer, mais quand je l'ai entendu parler de ce match-là, j'ai dit oulala, on va en prendre, on va ramasser, ça va être terrible. Et parce que il prenait ça à la légère, aller à Rennes avec il savait. Par contre, il a bien décrit, il connaît très bien le foot. Il savait qu'il y aurait de la grinta amenée par ce coach argentin, etc. Et ça le semblait. Enfin, au lieu d'opposer des armes, il commençait à dire on va à la guerre. Enfin bref. Alors, à sa décharge, on peut pas aller à la guerre tous les week-ends. On en a déjà parlé ici. On peut pas faire des matchs de coupe à répétition tout le temps. Mais j'ai trouvé qu'il y avait un peu de légèreté
Et même à la mi-temps, on peut pas dire qu'il y ait quelque chose qui est bougé. Alors c'est vrai qu'à 10 contre 11 c'est compliqué, déjà qu'à 11 c'est compliqué. Non, je dis pas que sa tâche est facile, mais au moins au point de vue de l'état d'esprit, j'ai pas vu une équipe, aucun joueur, pourtant il y a des joueurs formés au club, un Petro, un Mouton, qui d'habitude sont au point à ce niveau-là, ben même là, je les ai pas trouvés ils ont rien opposé, quoi. Est-ce que tu es d'accord ? Bah, pas vraiment. Après, tu vois, tu décryptes une attitude du coach, oui, si tu veux. Après, le scénario du match fait que tu es réduit à 10, et jusqu'à cette réduction, on fait plutôt, on va dire, un jeu égal, parce qu'on se crée autant d'occasions que... peut-être pas autant d'occasions, mais des occasions relativement franches de notre côté, et les autres, ils ont eu aussi des occasions. Mais c'est la double sanction change absolument tout, parce que réduit à 10, ta tactique, ton schéma tactique s'effondre, puisque tu dois toujours laisser la balle à l'adversaire, et t'es à 1 de moins, donc pour remonter le ballon, c'est encore plus compliqué. Et en plus de ça, on n'a pas les joueurs pour. On sait bien que techniquement, ceux que tu viens de citer, ils sont limités. Ils viennent de Ligue 2, les Moutons et Petro. Il n'y a pas de joueurs extraordinaires dans notre effectif, et on le sait bien. Mais en plus de ça, c'est ce que je pointe, ils s'adaptent pas. Parce qu'ils nous attendaient, il fallait qu'ils gagnent. Ils étaient sur 3 défaites, les Bretons, les Rennais. Et on sait que leur côté fort, c'est l'attaque. Mais quand tu vois un 5-4-1 et que tu vois Sissoko encore esselé, pour moi, c'est pas la bonne tactique. Il faut forcer sur l'attaque, justement, et essayer de poser des soucis à la défense. Et on a vu que la défense rennaise, elle était pas sereine. On l'a vu tout au long du match. Ils ont des blessés. On n'insiste pas là-dessus. Tu vois, Cafaro, il s'est créé 2 belles occasions. Voilà, c'est dommage qu'il tire sur le poteau. Je pense que ça aurait pu changer complètement le match. Mais ce qui change le match, c'est cette double sanction qui est très très dure. Alors, il y en a qui vont dire que c'est logique. Oui, il a essayé de mettre la main. Est-ce qu'il la touche ? Après, c'est super sévère, quoi. Surtout que l'arbitre central ne voit rien sur le moment, quoi. Donc, il y a quelques années, ça... Oui, d'accord. Non, mais on peut pas... Oui. Et puis, dans le football moderne, maintenant, tu as les autres, donc, qui viennent chouiner auprès de l'arbitre. Il a fait mal, mais c'est pas juste. Ouais, c'est insupportable. Oui, non, mais bon, maintenant, il y a la VAR, on peut pas revenir en arrière. Et il y a aussi les lois du jeu qui sont écrites. On peut revenir en arrière, bien sûr que si. On va enlever la VAR, tu penses ? Le foot va revenir en arrière ? On peut. J'ai pas dit que j'étais contre. Moi, je suis pas forcément pour la VAR, mais on peut pas parler de qu'est-ce qui se serait passé avant. Ça sert à rien. Il y a plus d'anomalies maintenant. Ah oui, mais on est d'accord. On est d'accord. Mais bon, si le ballon est rentré, on fait une émission en 2024, pas en 1984. Donc faisons une émission de 2024. Il y a la VAR et il y a des lois du jeu qui sont écrites, voilà. Et dans les lois du jeu, il est marqué si le joueur élargit la surface de son corps alors que le ballon va en direction du but, c'est factuel. Voilà, c'est factuel. Il y a le. Mais voilà, donc après. Moi, la double peine, parfois, ils disent qu'il faut pas l'employer, sauf lorsque c'est une occasion de but. Et que c'est donc volontaire. Et que c'est volontaire, ouais. Donc, sur l'action où il y a Wadji qui va sur le côté, il le retient bien et c'est bien volontaire. Et pourtant, il n'y a ni penalty, il n'y a pas d'exclusion. Tu l'expliques comment, ça ? Oui, mais c'est pas... le ballon va pas, mais le ballon va pas dans le but. Il aurait fallu encore qu'il marque, qu'il tire. Si tu réponds en fin de compte à t'as bien. Non mais là le tir est fait, le tir est réalisé. Ouais. Là sur l'action de il l'effleure, mais je sais même pas. Enfin moi avec les images. Ouais, non mais c'est vrai que c'était pas très net. Après c'est idiot de la part de Cafaro, on est bien d'accord. Il a pas à faire ce genre de choses, mais il a pas à être là non plus pour moi. Il doit être remplaçant, tu veux dire ? Non, il doit être devant. Oui, c'est vrai. Oui, bon, mais ça aussi, ça a changé. Faisons une émission de 2024, Marco. Je te rappelle que l'année dernière, on n'avait pas de VAR en Ligue 2. Oui, c'est vrai. Ouais. Et il n'y en a toujours pas, d'ailleurs. Une question ou une chanson ?
Qu'est-ce que tu veux? Une question. Alors, une question. Alors, je voudrais quand même aborder le sujet Larsonneur parce que j'ai entendu pas mal de gens se plaindre aussi de l'arrêt de Larsonneur qui, de temps en temps, pourrait faire un arrêt aussi. C'est pas interdit. Et sur ce match, c'est vrai qu'il en a pas fait du tout. Moi, c'est les pénaltys. Donc, c'est le 7e qu'est-ce que tu en qu'on penses? subit et il n'a pas fait un arrêt de péno. Hein. Voilà. Bah oui, après, c'est sur la tête de Gouiri. Moi, je pense qu'il aurait pu la prendre. Après, voilà, il la regarde comme ça. La frappe de Calumuendo, elle est assez puissante, c'est quand même pas évident. Et peut-être qu'il est masqué. Voilà. Après, il y a 2 pénaux. Et 2 pénaux, il est pris à contre-pied. Mais bon, à un moment donné, avec tous les pénaux qu'on nous siffle, ce serait bien qu'on ait un gardien qui arrête les pénaux. Hein. Donc, oui, effectivement, il n'est pas de tout reproche non plus, comme l'ensemble des Verts sur cette rencontre. Alors ouais, pour ma part, je l'ai trouvé un peu dur quand même. Je vais le défendre, Larsonneur. J'ai trouvé un peu dur parce que il est quand même pas aidé par sa défense. Tu parles de la tête de Gouiri. Gouiri, il est tout seul. Il est à ce niveau-là, quelqu'un de tout seul à 6 mètres, il met un peu la balle où il veut quand même, surtout avec l'expérience qu'il a. Et bon, il est pas aidé par sa défense de une, de deux. Aussi, on peut pas dire que la stratégie de Dalloglio aussi l'aide parce que quand il voit arriver la balle, bah souvent c'est que il y a énormément d'occasions devant ses cages. Son point fort, c'est pas les ballons en hauteur, donc ça aussi. Et quand tu défends comme ça, bah t'as que ça en fait. Hein, tu vas concéder des corners. Alors si t'as pas un gardien qui s'impose dans les airs, quand tu défends à 5 comme ça, bloc bas. Eh ben c'est d'autant plus difficile. Donc il y a une erreur de casting. Alors est-ce on va plus loin que ça? Est-ce que pour faire un petit électrochoc, est-ce qu'il faut mettre le gardien grenoblois qui est là en doublure cette année pour faire un petit électrochoc? Bah tu fais rentrer pour les pénaltys. Il paraît qu'il est pas mal pour les pénaltys. Oui, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Puis même au niveau gabarit surtout, c'est un autre gabarit que Larsonneur. Effectivement, comme on sait qu'on a une défense très perméable. Ça peut être pas mal d'essayer, effectivement. Après, sur un match, sauf que s'il marche bien. Si tu changes lui, il faut en changer d'autres, hein, parce que il est pas aidé avec sa ligne juste devant, quoi. Là, c'était une catastrophe. Hein. C'était une catastrophe de gauche à droite. Il est vraiment pas aidé, le pauvre. Hein. Donc, le fait de subir autant d'occasions rennaises sur cette rencontre. Alors, il y en a 5 au fond, hein, mais c'est pas tout rose pour un gardien de subir pendant plus d'1 heure des assauts bretons à gauche, à droite. Voilà, c'est vrai que c'est pas évident. Après, son jeu au pied aussi, qui est pas toujours très efficace. Hein, on l'a vu ce samedi. Je cherche son nom quand même, je vais vous le donner, le nom de la doublure. Brice Maubleu, voilà, Brice Maubleu. Fallait me demander. Je lui dirai les mots bleus. On va passer à un premier titre musical, un groupe rennais. Oui, j'en ai à l'appel. Et ça sera un vieux groupe. Je te lance sur Christophe, les mots bleus, et tu me mets quoi là? Eh ben, les années 80 quand même, avec Johnny Colère, parce que je suis colère.
Johnny Colère, donc l'original du groupe rennais des années 80, les Nus. Alors, dans les années 80, il y avait aussi une tonne de groupes rennais. Il y avait surtout le Marquis de Sade. Et il y avait aussi ce groupe Les Nus. Et Noir Désir avait repris ce Johnny Colère à leur façon. Et c'est comme ça qu'on le connaît plus, ce titre. Mais voilà, ça c'était l'original. Et moi, je le trouve vraiment, vraiment top. Et il fallait que je vous le passe parce qu'il y a de quoi être colère après cette déroute 5-0 à Rennes. Alors on cherche des pistes, des leviers à actionner pour que cette équipe elle réponde un peu présent, cette équipe des Verts qu'on a trouvé aux abonnés absents, malgré c'est vrai l'épisode de l'arbitrage. Donc une équipe absente. Mais parmi les absents, qui est-ce qui était resté à Saint-Étienne selon toi, Marco ? Presque tous, presque tous. Et puis il y a le Caécois qui au départ fait une bonne prestation, mais il n'a pas à être le 5e défenseur, surtout quand t'es. Ça, il y peut rien. Quand tu subis, oui. Ouais. C'est pour ça que la tactique, pour moi, c'est une faute tactique. Ce 5-0, il y a effectivement, on l'a dit, décision arbitrale, mais il n'y a pas que ça. Et moi, j'ai trouvé vraiment cette stratégie un peu suicidaire de la part d'Aloglio et qu'il n'est pas capable de s'adapter. Et si tu renforces pas ce milieu de terrain, tu t'exposes à des... c'est vrai qu'il n'y a pas de lien. À des grandes attaques, oui, des occasions rennaises pendant tout le match, et c'est ce qu'on a eu, quoi. Ouais. Mais bon, t'as quand même des joueurs de ballon, t'as Bouchouari qui peut demander la balle, il peut aussi, lui, tu dis qu'il est trop loin, mais il peut aussi venir demander, remonter, pourquoi pas un ballon, il a le droit aussi de casser une ligne ou deux. Oui, mais s'il est tout seul, s'il a que devant, il n'est pas sur le côté. Devant, il a quand même 4 joueurs devant lui, en tout. Entre Sissoko d'un côté, il en a 3. Au moins 3. Ouais. Il en a 3, mais ils sont devant. Mais sur le côté, c'est vrai que ça fait peu. Sur le côté, s'il y a un défenseur qui vient sur lui, un milieu qui vient sur lui, il est obligé d'aller latéralement. Et là, il est limité puisqu'il peut trouver que Mouton, quoi. Oui. Et il peut pas trouver quoi. Donc, je trouve que ça déséquilibre cette tactique, ce schéma-là. Et tu peux pas faire grand chose, quoi. T'es obligé au niveau de la construction, c'est un schéma qui est catastrophique. Et en plus, t'as pas les joueurs ça t'oblige à balancer des grands ballons pour. Alors c'est pour ça qu'il a fait rentrer un peu Wadji, alors qu'il revient juste de blessure, mais il a précipité un peu son retour parce que la seule arme qui te reste, surtout quand t'es 10, mais même quand t'es 11, c'est transitions rapides vers alors Sissoko. Bon, il en fera pas des grands appels de 30 mètres. Non, Sissoko, il a eu juste un duel aérien de gagné, c'est tout. Ouais, alors voilà, t'as la solution d'avoir un target man comme Sissoko, tu balances sur lui, il garde la balle, il l'oriente sur les côtés, pourquoi pas, ça peut marcher. Mais là, ils ont pas réussi à trouver Sissoko, comme tu le dis, et ils ont pas réussi, et ils ont réussi aussi à trouver dans la profondeur Cafaro. Bon, ça a pas marché. Ensuite, ils ont compris, les Rennais, ils se sont méfiés, et puis Cafaro était plus sur le terrain. Davitashvili, je pensais que quand je parlais des abonnés absents, je pensais que t'allais me parler de Davitashvili, parce que c'est fou d'avoir un joueur comme ça qui est autant versatile dans le sens où irrégulier, ouais. Oui, après effectivement, on l'a pas vu au début quand on était à 11 contre 11, et encore moins vu lorsqu'on était à 10 contre 11, mais ça peut se comprendre parce qu'il a une position d'attaquant et que voilà, t'es acculé sans arrêt dans ta propre zone de défense, c'est compliqué, et lui donner la balle, et il y a un ou deux joueurs sur lui. C'est pas simple, donc il faut vraiment trouver une solution tactique pour changer ça. Et moi, je pense que si tu fais, je suis toujours favorable au 4-3-3, c'est ce qui me semble le plus adapté. Après, c'est sûr que dans le 4-3-3, il faut des milieux qui tiennent le choc, et surtout une défense qui tient le choc. Et là, tu parlais des joueurs qui étaient absents. Les défenseurs, là, Petro, bon, il est passé à côté de son match. Voilà. Abdelhamid, j'ose même pas en parler parce que pour moi, il a même pas la place en Régional 2 ou Régional 3. C'est dur, là.
Ah non, non, mais franchement, c'était une catastrophe du début jusqu'à la fin. C'est une souffrance de le voir jouer, ce libéro là. Batou Binsika, il est pas bon. Apia, c'est peut-être sur les 11, il a fait des... Bon, sur le but de Gouiri, il est à côté, il le regarde, il est pas au marquage, mais sinon, je trouvais que c'était le seul qui s'est pas trop mal défendu, quoi. C'est peut-être le seul, donc tu vois, un verre à moitié plein, ce serait lui. Bon. Et puis après, Bouchoirie et Mouton, tu les vois pas, quoi. Bouchoirie, ici, il donne un bon ballon à Cafaro, qui aurait dû donner un penalty. Mouton, il donne un bon ballon à Cafaro avec cette transversale, mais c'est tout, quoi. Bien. On donne une autre piste, le 4-3-3. Moi aussi, je suis d'accord avec toi. Alors, par contre, mettre quoi ici, c'est un aveu de faiblesse parce que il vient finalement pallier les manques de ta charnière. En fait, s'il est là, c'est parce que justement, t'as Batou Binsika et Abdelhamid qui sont lents. Et que y a que lui qui arrive qui lit mieux le jeu et qui peut venir couvrir derrière. Donc c'est un dilemme. J'aimerais pas être à la place forcément d'Aloglio avec les mêmes joueurs. Alors il y en a quelques-uns qui vont rentrer. Je pense à Cornu. On espère aussi Masson, mais c'est mal parti. Non, Masson, c'est jusqu'à janvier, c'est sûr. Donc, bon, donc l'apprendre. ouais. Non, on le savait que l'absence de Nadé allait être préjudiciable en défense. Bon, là, autant la fois précédente, c'était juste, mais là, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On déclare forfait, comme ça on perd que 3-0. Non, j'essaie, il y a des points, points en moins. C'est pas possible. Il y a des pénalités et puis des points supplémentaires en moins, c'est ça? Ouais, non, mais jusqu'en janvier, on déclare forfait. Tu pries pour en prendre le moins possible, mais surtout se créer des occasions, parce que là, c'est pareil. Quoi. Les supporters, ils ont fait un déplacement de fou et résultat, t'as peu de tirs au but sur 90 minutes. Après, zéro tir cadré. Zéro tir cadré, mais t'as le tir sur le poteau, t'as des occasions, t'as 3 occasions, quoi. Donc c'est sûr que ça fait léger. Ouais, ça fait léger. Alors, dernière chose, alors on va un petit peu plus loin, puisque là on cherche encore une fois des solutions. Il reste 2 solutions maintenant. Là, on se projette au mercato. C'est soit changer l'entraîneur, soit changer l'équipe. Alors, vers quelle solution tu te dirigerais plutôt, Marco? Parce qu'il y a un mercato qui va arriver, et puis même l'entraîneur, on n'est pas obligé de rester avec cet entraîneur s'il n'arrive pas à trouver les solutions. Qu'en penses-tu? Et puis c'est assez surprenant qu'il soit toujours là. Alors moi, c'est quelqu'un que je trouve relativement agréable. Il est assez pertinent quand il fait ses analyses de match. Je le trouve plutôt sympathique. Tactiquement, je trouve que c'est limité. Et puis moi, si tu prends le meilleur entraîneur du monde et qui vient avec l'effectif qu'il a, je suis pas sûr qu'il ferait mieux que Dalloglio. Donc c'est ça l'inconvénient. Donc moi, je privilégierais plus changer certains joueurs. Et voilà. Abdelhamid, moi, je veux plus le voir. C'est pas possible, quoi. Tu peux pas faire confiance à un libéraux comme celui-ci. C'est inconcevable. Tu te tires une balle dans le pied lorsque tu le fais jouer. Ça, après, c'est Dalloglio qui l'a amené. Donc, oui. Ouais, tout est lié. Tout est lié. Mais effectivement, on pensait du passage entre la Ligue 2 et la Ligue 1 avoir des latéraux. On les a pas. Renforcer le milieu de terrain, il faut impérativement, mais parce que techniquement et vitesse de jeu, la vitesse de jeu, une fois de plus, là, les Rennais, ils nous ont donné une leçon. Alors de mon côté, je pense plutôt sur les joueurs. Pour moi, l'entraîneur, comme tu l'as dit aussi, même n'importe quel entraîneur ferait pas mieux, parce que on parlait par exemple, tu sais, de Rosenior, là, l'entraîneur strasbourgeois, qui avec des jeunes arrivait quand même à sortir des matchs. C'est eux qui ont battu Marseille, par exemple. On va y revenir tout à l'heure chez eux. Sauf qu'ils y arrivent plus. Et que sur la longueur, ils sont à quelques encablures de Saint-Étienne. Ils sont dans le même bateau que Saint-Étienne à l'heure où on parle. Donc cette stratégie cette théorie qui voudrait que pour faire jouer des jeunes joueurs
recruté par la data, il faut un jeune entraîneur avec des nouveaux principes de jeu. C'est éclaté comme idée, parce que même dans les autres pays, on voit aussi que la data, je pense au projet Red Bull, là, c'est la cata, hein, dans tous la galaxie Red Bull comme on l'appelle, dont la stratégie c'est ça, c'est de prendre des jeunes et faire jouer, puis tous les 2 ans tu vends tes pépites et tu te fais du blé. Sauf que ça marche pas non plus, hein. En ce moment c'est un peu la cata, que ce soit en Autriche ou en Allemagne. Ouais. Donc voilà, pour moi l'entraîneur ça va. Maintenant, quel joueur va vouloir venir dans ce marasme aussi? Et en plus de ça, il y a une autre théorie qui a été qui est véhiculée par Patrice Guilloux, qu'on connaît bien à Saint-Étienne, qui dit que ces investisseurs américains, ils sont pas pressés. Et qu'ils vont surtout pas faire des panic buy, comme on dit, pour prendre des joueurs hyper chers, expérimentés, parce que c'est pas du tout ils vont pas changer vu qu'ils ont le temps et ils ont le pognon, de toute façon, ils veulent pas en perdre, et ils vont pas forcément changer de stratégie au milieu du championnat. Donc il y a cette. Alors justement, je voulais savoir ce que t'en pensais. Et si jamais il y a rien qui bouge en janvier, et il va même jusqu'à dire qu'une descente en Ligue 2, ça les dérangerait pas, et ça leur permettrait de structurer encore mieux cette équipe petit à petit, faire monter ces jeunes recrutés par la data pour petit à petit les aguerrir, et puis pourquoi pas remonter et faire ensuite des étincelles par la suite. Oui, c'est inquiétant si tu changes pas, parce qu'on connaît bien notre effectif et on voit que on est très très mal, quoi. On est à moins de 19 buts. J'y reviendrai. On est le club européen qui a le plus de buts à l'extérieur. Mais tout court, hein. C'est le plus de buts dans les 5 grands championnats. Ouais, c'est catastrophique. Défensivement, et puis offensivement on marque pas énormément, hein. On a la 2e plus mauvaise attaque, je crois, de ce championnat, voilà. Et puis il n'y a pas de jeu quand tu vas à Geoffroy Guichard. C'est une stratégie de laisser la possession de balle à l'adversaire. Si tu me dis c'est comme ça jusqu'au printemps, ça risque de gronder. Ça va être long. Ouais. Ça risque de gronder dans les tribunes, voilà, parce que ça fait des sacrées défaites quand même depuis le début de saison. Et moi, jamais à domicile pour l'instant. Ce qui permet au public de rester encore derrière l'équipe. Mais c'est pas dit qu'il n'y ait pas une grosse défaite à domicile. Qu'est-ce qui l'interdit, c'est vrai? Oui. Effectivement, donc à voir. C'est vrai que jusqu'à maintenant, c'est le parcours à domicile qui nous sauve avec 4 victoires. Mais à un moment donné, il faut engranger des points à l'extérieur. Moi, avant le match, j'étais pas serein, mais j'étais confiant pour faire bonne figure au Horizon Park, hein. J'y croyais dur. J'ai dit ouais, mais les Rennais, c'est pas bon défensivement. Il faut juste bien museler leurs attaquants qui sont rapides et efficaces. Mais bon, après t'as le scénario qui fait que le VAR, le corps arbitral, a décidé que ça se passerait pas comme ça, hein. Il y a ça aussi, hein. Alors c'est vrai que voilà, il faut aussi que nous peut-être qu'on se mouille et qu'on aille voir quel joueur, quel profil, quel joueur, hein, pourrait venir renforcer cette équipe. Alors évidemment un milieu de terrain, on va s'y pencher pour la semaine prochaine. Et puis défenseurs, il nous faut des défenseurs. Et un défenseur bien sûr. Minimum. On va passer à un deuxième titre musical issu donc d'un autre groupe rennais, mais celui-ci il est tout récent. Je l'avais présenté il y a 2 ans. Et ça vient de leur 2e album. Ils ont signé sur Bonne Bar Records. Je suis content parce que c'est moi qui vous ai fait découvrir ça sur les antennes de FM 43. Ils étaient absolument inconnus. Et voilà, ça c'est issu du 2e album. C'est Gwendoline. Et là, le titre, c'est Conspire. Union soviétique, modèle idéal, la Corée du Nord, bon système social, ticket de rationnement, dénonce ton voisin, culte du chef,
c'est notre champion. Gloire au parti, à tous les travailleurs. Hymne national, on va les niquer. C'est nous les meilleurs, on va la gagner. Achète une merguez pour la caisse de grève. Santé mon Bernard, pour tous tes milliards. Le bon politique, c'est celui qui fraude. C'est celui qui fraude. Paradis fiscal, soleil agréable. Laissez nos banquiers, laissez-les travailler. Les États-Unis, la fierté des armes. Arabie Saoudite, le respect des femmes. Centre commercial, c'est vraiment génial. Centrale nucléaire, une énergie viable. Dans les abattoirs, confort de l'animal. En Amazonie, ils aiment les arbres. Arrêtez de critiquer, retournez dormir. Allez travailler, retournez dormir. Vive la nation, vive la légion. Il faut garder notre fric, on emmerde les régions. L'écologie ça sert à rien, tout ça c'est du bidon. Faut plus de gasoil pour notre nation. Envoyer l'armée, sans limite ni restriction. On veut tout consommer, surtout si c'est moins cher. Fermez les associations, foutez-les en prison. C'est une conspiration, tous les pauvres et les chiens. Gwendoline, le groupe rennais qui nous fait une peinture noire, et peinture noire sur tout l'album, croyez-moi. Mais voilà, ça sonne les années 80 avec les claviers, beaucoup de basses. Moi, j'adhère fortement, on va dire. On revient avec l'actualité footballistique et on va parler de l'agenda. Alors attendez, agenda. Vous écoutez l'émission Coup de tête. Voici l'agenda. Donc c'est dimanche à 20h45 que l'AS Saint-Etienne recevra en prime time l'Olympique de Marseille. Et puis ça, en plus, ça sera que une première étape puisque on a parlé de Coupe de France avec les équipes altiligériennes et donc l'AS Saint-Etienne a tiré Marseille en Coupe de France. Donc il y aura une deuxième manche à Geoffroy Guichard un petit peu plus tard, début janvier, je pense. Non, direct. Non, dans 2 semaines. Dans 2 semaines, ok. Donc fin décembre. Y a... D'habitude, c'est la première. Exactement, ouais. mais non, là, ça sera le week-end du 22 et 23 décembre, ce tour de Coupe de France. Donc, il y aura 15 jours entre les deux matchs face aux Phocéens. Alors, on y reviendra, on aura le temps d'y revenir, mais le plus important, c'est ce match de championnat. Alors, que dire sur Marseille ? Marseille, c'est la meilleure équipe à l'extérieur, donc c'est vrai que c'est pas la super une équipe qui arrive à Geoffroy Guichard et qui va être facile à manœuvrer parce que c'est la meilleure équipe à l'extérieur. 6 victoires et une seule défaite, c'est celle à Strasbourg. Avec donc le nouveau projet marseillais cette année, vous avez vu, ça change chaque année. Cette année, à la baguette, c'est De Zerbi. Donc De Zerbi, un coach qui a vraiment des principes de jeu, on va dire guardiolesque, avec beaucoup de possession de balles et avec donc un milieu de terrain qui est très technique, hein, avec notamment le Danois là, Højbjerg, qui mène cette équipe. Qui règle le jeu de cette équipe en touchant beaucoup de fois la balle, des passes courtes, le ballon monte tout doucement. Alors ça marche souvent à l'extérieur. Jusqu'à présent à la maison c'était pas le cas. Et puis après la déroute face à Auxerre, hein, la défaite, De Zerbi a mis sa place en jeu. Hein. Il a dit que si c'était lui le problème, il pouvait partir. Suite à ça, il y a eu des solutions. Ils ont été se mettre au vert pendant 3 jours et ça a payé puisque contre Monaco, ils ont, alors grâce à un penalty en fin de match, hein, mais c'était quand même Monaco en face, ils ont réussi à gagner, y compris au Vélodrome. Donc c'est une équipe qui arrive avec tous les signaux au vert, j'allais dire, à Geoffroy Guichard dimanche prochain. Et bizarrement, je suis pas pessimiste du tout.
parce que justement c'est contre les grosses équipes que Saint-Étienne va réussir à se remobiliser avec l'amour-propre des joueurs stéphanois qui n'ont pas envie de prendre une rouste à la maison. Donc on verra, je vais te demander ton avis Marco, mais bizarrement j'ai pas du tout de pessimisme par rapport à ce match. Ouais, c'est Jérôme Brizard, donc je t'en donne un, moi, un côté pessimiste. Jérôme Brizard, l'arbitre de la rencontre de dimanche soir, c'est celui qui officiait lors du barrage retour à Saint-Symphorien à Metz. Ah oui, d'accord. Donc tu vois ce qu'il avait... Mais Brizard, c'est le truc que tu mets dans les chiottes, non ? Ouais, aussi, ouais. D'accord. C'est ça, j'ose pas le dire, moi, mais bon, toi, t'oses tout, c'est bien. C'est à ça qu'on le reconnaît. Voilà. Allez, on passe tout de suite au coup de cœur. J'avais la référence. Vous écoutez l'émission Coup de tête. Voici les coups de cœur. Ça sera rapide les coups de cœur puisqu'on me signale dans l'oreillette qu'on est un peu en retard. Donc, enfin, le but de Cardona du côté de l'Espagnol Barcelone. Il a marqué Irvine. Alors lui, il nous manque. Ouais, et c'était une anomalie, franchement, qu'un joueur avec autant de talent, autant de vista ne marque pas. Donc c'est chose faite. Il a marqué un des 4 buts de l'Espagnol Barcelone et on espère pour lui que sa saison est lancée. Et puis quand on parle de vista, je conseille à tout le monde de regarder le but qu'a inscrit Antoine Griezmann avec l'Atlético. Un but vraiment tout en vista. Il n'y a pas de mots à dire de plus. Voilà pour mes coups de cœur. Coup de cœur, je vais être très rapide. Les clubs altiligériens qui sont qualifiés en Coupe de France et qui recevront donc respectivement Dijon pour Espali et Montpellier pour le Puy fin décembre. Et puis le tirage de la Coupe de France, ça se passe chez nous. Alors oui, effectivement, on ne tombe pas contre une équipe de National 3 ni de National 2. Après, on risque de prendre une branlée et ça ferait des tâches. Là, voilà, c'est les Phocéens. Et ça fait un match de plus à domicile. Moi, je dis oui. Donc, je suis relativement content pour ce tirage au sort, même s'il y a à revenir sur le tirage au sort, parce que tu as 64 équipes, mais c'est un tirage au sort, mais par groupe. Je sais pas comment ils se débrouillent, mais ils se compliquent bien la vie. Allez, on enchaîne avec les coups de tête. Vous écoutez l'émission Coup de tête. Voici les coups de tête. Alors, rapidement, on parlait tout à l'heure de décision arbitrale. J'ai pas compris la décision, mais il y a pas que moi entre Lyon et l'OGC Nice. Donc malgré la VAR, l'arbitre n'accorde pas un penalty pourtant évident. Et aujourd'hui, la Ligue a donné raison au club de Nice, elle a bien dit que sur les images, on voit qu'il y a penalty. Donc, comme quoi, la VAR, ça ne règle rien du tout. On en parlait. Et ils ont saisi la direction technique avant de l'arbitrage. Tout à fait. Et la direction technique a donné raison, mais ils peuvent pas revenir en arrière sur le score. Et comme par hasard, en face, c'était Lyon, des habitués. Mais c'est flagrant. Je sais pas si tu as vu les images. Mais c'est flagrant. Mais et j'irais même au-delà. C'est pour ça que je disais que tout à l'heure, ça intrigue, ça scandalise, mais ça intrigue, quoi. Et il y a quelque chose d'encore plus grave, c'est que le community manager de Lyon en a rajouté, au lieu de jouer profil bas, il a chambré les Niçois en disant que les larmes niçoises c'était des larmes de crocodile. Bref, pas du tout la grande classe. Et puis on a quand même du côté du Havre interdit de stade un enfant de 6 ans et il balançait des choses sur le stade. Pendant 10 ans, il est interdit de stade. Non, pendant 3 matchs. Pendant 3 matchs, t'as mal lu. J'ai écouté pourtant pendant 3 matchs, et il a balancé effectivement des gobelets en plastique, mais ces gobelets, il les envoyait sur quelqu'un d'autre et c'est allé sur l'aire de jeu, sur la pelouse, et voilà. Mais voilà, c'est facile d'être fort avec les faibles et non le contraire. C'est toujours la même chose. Tu as fini, je peux enchaîner parce qu'il nous reste vraiment même pas 1 minute. Abdelhamid, j'ai pas du tout aimé une fois de plus. La gifle de trop pour moi ce samedi, ce 5-0. Et puis la tragédie en Guinée aussi lors d'un match de foot entre l'équipe d'Abbé et Zen
Kekokoré, des affrontements et au départ c'est une décision arbitrale et il y a eu drame, il y a un mouvement de foule, il y a des dizaines de morts, voilà. Toujours dans le monde footballistique, ça fait mal. J'en ai d'autres, mais j'ai plus le temps. On se quitte dès maintenant et on dit allez les Verts. Match avec la réception des Phocéens. Dimanche 20h45, c'est ça 20h ou 21h, je sais plus. 20h45. 20h45 en général. Voilà. Le pire, ça serait de gagner la coupe en coupe, mais de perdre en championnat. Ouais, écoute, chaque chose en son temps. Allez les Verts pour dimanche. Et ciao!